On va faire un petit point d'actualité sur les aspects molécules, compte tenu des évolutions actuelles. Je voulais faire un petit point désherbage par rapport à ce qui s'est passé en 2015. 2015 a vu la disparition de deux produits, donc le surflan qui a été arrêté en mai 2015, qui devrait revenir la matière active dans le cas d'association avec de l'isoxabène ou du pénoxulame dans l'année ou les 2 ans qui viennent en fonction des homologations. Un autre arrêt qui est plus compliqué à gérer aujourd'hui dans le sens où c'est l'aminotriazole, donc c'était un herbicide systémique utilisé, qui permettait principalement aussi de contrôler des adventices bien spécifiques qui ne sont que partiellement contrôlés par les doses actuelles d'utilisation de glyphosate, que sont la carotte, le géranium, la mauve, l'érodium, et puis il y en a d'autres, il y a l'érigéron aussi qui peut poser problème avec du glyphosate. Donc, l'aminotriazole apportait une alternative au glyphosate. Demain, on aura sans doute une recrudescence d'utilisation du glyphosate. Quelques points clés qui semblent indispensables par rapport au glyphosate, c'est qu'il va bien falloir faire attention au stade d'application si on veut réussir son désherbage et à la dose qui va être associée. Entre autres, sur ces flores que je viens citer, il va peut-être falloir envisager des doses un petit peu plus élevées de matière active. Il y a quelques nouveautés aussi quand même qui sont arrivées durant la campagne 2015 et qu'il faut noter. Il y a des disparitions et des nouveautés. Un produit qui suscite pas mal d'espoir, puis c'est un produit de biocontrôle, donc le Beluca, qui est un produit strict de contact, donc il n'aura aucune persistance d'action, qui va devoir avoir des conditions d'application bien particulières en termes de concentration à respecter de 8% et des conditions climatiques autour de 15 degrés pour sécuriser aujourd'hui l'efficacité du produit. Donc on est plutôt sur un produit qui va pouvoir s'intégrer dans un programme en application de printemps ou d'été de reprise de désherbage qui aura pu être fait en sortie d'hiver. Autre innovation qui en est une qu'à moitié, c'est une association de flahasulfuron prête à l'emploi avec du glyphosate. Juste un point sur ces deux associations qui existent aujourd'hui. Elles ont des doses de glyphosate relativement faibles par rapport à l'usage, de 900 grammes à peu près de matière active glyphosate. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu de l'efficacité flahasulfuron, cette dose de glyphosate est suffisante pour gérer les flores présentes au niveau de la parcelle. La stratégie, je crois qu'il y en a une à retenir aujourd'hui. On a eu un hiver très doux. On a tous vu, on voit tous aujourd'hui l'état des vignes avec des forts développements d'adventices pour tout ce qui n'a pas encore été désherbé. Et j'aurais tendance à recommander à tout le monde de désherber très rapidement sur des stades jeunes adventices. Juste une précision, pour reprendre un peu l'ensemble de ces éléments, il y a une note du Columavine qui a été réalisée il y a un mois à peu près, qui est présente sur le site de l'IFV et sur le site de la plupart des chambres d'agriculture ou de la FPP, qui reprend un peu ces grands principes de l'usage des produits de post-levée au niveau des stratégies de désherbage. La perspective, on reste quand même sur une incertitude aujourd'hui par rapport à une autre matière active qui existe, qui est le pledge, la flumoxazine, qui pourrait être amené à disparaître et avoir un retrait d'AMM dans l'année 2016. Il y a beaucoup d'incertitudes, donc je ne mettrai pas un copec pour savoir si cette molécule restera ou pas. Je permets juste de signaler qu'elle est en incertitude et qu'on fait un travail, nous, au niveau de l'Institut, mais également avec les autres partenaires, pour essayer de soutenir cette molécule dans la mesure où on le peut, pour garder le maximum de solutions au niveau des viticulteurs et éviter ce qui s'est passé, par exemple, pour le glyphosate, où on perd l'aminotriazole et d'un seul coup, on se retrouve avec une probable surexploitation, surutilisation d'un seul produit, donc des risques de baisse d'efficacité, de résistance, etc. qui vont avec. Donc on cherche à maintenir cette molécule aujourd'hui dans le marché. Deuxième point de mon intervention, je voulais faire un petit point sur la résistance aux fongicides. Donc mon intervention est là juste pour donner quelques angles d'attaque, quelques perspectives par rapport à la note nationale. Quelles sont les lignes directrices aujourd'hui de la note nationale qui va paraître dans les jours ou les semaines qui viennent. Des points qui sont tous connus, QI, pas de changement, Simoxanil, pas de changement non plus par rapport aux autres années. On reste quand même sur des incertitudes concernant l'efficacité curative du Simoxanil aujourd'hui. C'est un produit une molécule qui est très utilisée dès qu'on a un problème de pluie et qu'on intervient après une pluie. On dit tiens, je vais mettre un produit à base de Simoxanil pour avoir cet effet rattrapage. Dans beaucoup d'essais, on a beaucoup de mal à mettre en évidence aujourd'hui cet effet curatif du produit. Donc attention à cet usage, ne pas le surutiliser dans la pratique. Pour les CA, pas de changement non plus. On reste sur une résistance généralisée qui peut entraîner des pertes d'efficacité au vignoble. Une seule application par an, par hectare de cette famille chimique.
Pour les annélides, même situation aussi, pas de changement par rapport aux autres années. Il reste des résistances qui peuvent entraîner des pertes d'efficacité lorsqu'on a une surutilisation du produit. On se rend compte quand même ces dernières années que si on maintient un usage d'une application par an, le produit et les produits à base d'annélides gardent tout à fait leur intérêt et n'entraînent pas de problème pour le vigneron. Donc voilà, on a une panoplie aujourd'hui. Si on respecte les règles d'usage de ces produits, on est dans des situations où on ne risque pas d'avoir une perte d'efficacité au champ. Un point un peu plus spécifique, qui par contre est en évolution sur la campagne 2015, c'est au niveau de la famille des QII, donc 2 produits aujourd'hui homologués, Cyazofamide et Amisulbron, et des QOSI, Amectotradine, qui est homologué depuis 3-4 ans. Sur ces 2 familles distinctes en termes de mode d'action, il y a une résistance, comme l'évoquait Hervé tout à l'heure, qui a été identifiée, qui est une résistance non spécifique, à savoir que ce n'est pas une résistance liée à une mutation de cible. Donc aujourd'hui, cette résistance existe au laboratoire. Aujourd'hui, pour ces 2 molécules au champ, 2 groupes de familles, on n'a vu aucune perte d'efficacité. Donc ne dramatisons pas non plus la situation. On est sur l'identification au laboratoire d'une résistance non spécifique, qui n'est pas liée à une mutation de cible. Donc aujourd'hui, les recommandations ne sont pas changées par rapport à ces deux familles-là, par rapport à ce type de résistance identifiée. On reste sur 3 applications maximum par hectare et par an, et 2 applications de chaque mode d'action. La nouveauté, je dirais aujourd'hui, c'est que pour une de ces 2 familles, les QOSI, il y a identification d'une souche dans le réseau de monitoring ANSES qui montre qu'on n'est pas sur un cas au laboratoire d'une résistance non spécifique, mais il semblerait avoir identifié une souche, une population où la résistance soit spécifique, à savoir liée à une mutation génétique. Donc on reste très prudent par rapport à cette innovation, cette découverte de la campagne 2015, et la note s'orienterait vers une recommandation de privilégier plutôt une seule application de la famille des QOSI, compte tenu du fait qu'il y a une identification depuis la campagne 2015 dans le réseau du monitoring ANSES d'une résistance spécifique. Je maintiens, pour le moment, il n'y a aucune perte d'efficacité au champ de ces 2 modes d'action. On reste bien sur des règles de prudence par rapport à une identification au niveau des tests de laboratoire. Pour l'oïdium, pas non plus de changement par rapport à la prokinazide et au quinoxyphène qui sont de la même famille à gérer ensemble. On est sur une base plutôt orientée vers privilégier une seule application par an pour essayer de ne pas avoir une évolution du nombre de fréquences de résistance identifiées au vignoble, puisqu'aujourd'hui on est sur une stabilisation sur les 2-3 dernières années de la fréquence de résistance de cette matière active. Là, le maintien d'une seule application montre qu'aujourd'hui, encore une fois, lorsqu'on respecte cette recommandation, on n'a pas de problème de perte d'efficacité au champ. Pour les IDM, la situation reste stable, donc je passe rapidement. On reste sur 2 applications maximum. Juste un petit point, il y a une résistance et l'identification de mutation de cible qui est celle qui sert pour les monitoring qui est identifiée. Par contre, il semble, mais on n'a pas les investigations en cours menées à bout, qu'il y ait quand même quelques différences entre les différentes familles, les différentes IDM, entre un tébuconazole, diphénoconazole ou autre azole. On peut avoir quelques différences, donc on aurait plutôt tendance à recommander d'alterner ce type d'IDM plutôt que de faire tout le temps le même IDM au niveau de la parcelle. Dernier point, excusez-moi, les QOI, donc pas de changement, on reste sur une seule application. Comme Blandine l'a rappelé par rapport au risque black rot, on ouvre la possibilité sur 2 applications dans la mesure où il y a une spécification black rot et un traitement black rot à envisager. Métraphénone et pyrophénone, donc 2 molécules de la même famille. Là encore un petit changement puisqu'il y a quand même quelques identifications de souches depuis 1 an ou 2 qui en laboratoire ne sont pas contrôlées à 100%. Donc on maintient une recommandation très stricte de ne pas dépasser les 2 applications qui sont recommandées aujourd'hui. Et c'est un groupe une famille chimique qui va être investiguée un peu plus dans les années à venir pour voir comment va évoluer ces premières évolutions. Il semblerait qu'on soit un peu, comme le montrait Hervé, sur la courbe qui est en train de se déplacer sur la droite et qu'on pourrait peut-être arriver demain à des problèmes avec ces familles. Donc prudence sur ces molécules. Dernier point, et j'en termine avec ça, les SDHI, donc 2014, SDHI, identification de populations résistantes au boscalide, qui a pu être confirmée dans certains monitorings réalisés en cours 2015. Pour le moment, le fluopyram n'a pas été identifié comme résistant et semble ne pas être exactement sur le même mécanisme de résistance. Par contre,
par rapport à d'autres cultures, par rapport à la connaissance que l'on peut avoir scientifique, il n'est pas exclu que demain on puisse avoir une résistance des mutants qui seraient doublement résistants au boscalide et au fluopurame. Donc bien qu'aujourd'hui on n'ait trouvé que de la résistance au boscalide au niveau du laboratoire, on reste prudent et on recommande d'envisager la gestion du fluopyrame et du boscalide comme dans le même groupe de famille, et donc de ne recommander que 2 applications de ces deux molécules SDHI au vignoble. Je vous remercie pour votre attention. Merci Eric Chantelot.